Le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a débuté une tournée ce week-end dans le continent. En 48 heures, Félix Tshisekedi s'est rendu tour à tour au Soudan, en Égypte et en Zambie. C'est finalement ce lundi que les gouverneurs militaires vont se rendre dans leurs provinces respectives, soit près d'une semaine après leur nomination. Entre-temps, l'on annonce la panique dans le camp des rebelles qui capitulent les uns après les autres. Le feuilleton Gelor Kanga est loin d'être terminé. La CAF, qui devrait trancher hier, a renvoyé son verdict pour le dimanche prochain. Les jurys disciplinaires de la CAF a demandé à la FECOFA d'apporter d'autres éléments complémentaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur invitation de son homologue zambien, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine est arrivé à Lusaka hier dimanche. Félix Tshisekedi va participer ce lundi aux côtés de 4 de ses homologues à la cérémonie officielle de la mise en service du pont Kazungula. Cet ouvrage de grande envergure reliera désormais par route la Zambie et le Botswana. Bien avant cela, en sa qualité de président de l'Union africaine, toujours, Félix Tshisekedi a séjourné au Soudan et en Égypte pour des échanges au sujet du barrage de la Renaissance qui, souvenez-vous, avait fini en queue de poisson ici à Kinshasa avec les délégués de 2 pays. Dans le cadre de sa mission des rapprochements entre les autorités de ces 2 pays voisins du bassin Nil, à savoir l'Égypte et le Soudan, en vue de les amener à un règlement pacifique du conflit relatif au barrage de la Renaissance, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à Khartoum et au Caire, où il a rencontré des voix très attentives à son credo consistant à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Comme preuve de l'estime que lui voue ses pairs africains. À Khartoum comme au Caire, Félix Tshisekedi a eu des entretiens en tête-à-tête avec ses homologues qui se sont réjouis de son initiative visant la recherche d'une solution négociée pour la question du barrage de la Renaissance. Après avoir partagé le même vue avec le président soudanais d'abord et égyptien ensuite, il a, à Khartoum comme au Caire, élargi les discussions avec les ministres sectoriels proches du dossier, notamment ceux des Affaires étrangères, irrigation et ressources en eau et au Soudan et ceux des Affaires étrangères et environnement au Caire. Le chef de l'État congolais a convaincu les uns et les autres que le barrage de la Renaissance éthiopienne ne devrait pas constituer une source de malheur pour leur peuple, mais plutôt un modèle de développement, lequel s'inscrit dans la droite ligne d'un projet intégrateur de leurs économies conformément à la zone de libre-échange continentale africaine. Pour rappel, la mission de facilitation du président Félix Tshisekedi avait commencé à Kinshasa au début du mois d'avril de l'année en cours. Jusque-là, aucune déclaration finale n'a sanctionné les différents rounds des négociations. Optimiste, le président congolais pense amener les 3 parties à la rédaction et à la signature d'un document juridique appelé à valider leur consensus sur les barrages de la Renaissance éthiopienne. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été signalé depuis ce dimanche en Zambie, où il devra assister à l'inauguration du pont Kazungula, à 60 km de la ville de Livingstone, à l'invitation de son homologue zambien Edgar Lungu, à la frontière entre la Zambie et le Botswana. Toujours dans le continent, au Tchad, un calme relatif est observé depuis ce dimanche après une série de troubles. L'Union africaine se penche à partir de ce lundi sur la question d'éventuelles sanctions contre le régime tchadien après la violente répression du samedi dernier contre les rassemblements organisés par la coalition citoyenne Watik Tama. C'est une réunion décisive sur le Tchad qui se tient ce lundi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Conseil paix et sécurité, qui n'était pas parvenu à s'accorder sur une ligne de conduite, sanctions ou pas, fin avril, après les décès d'Idriss Déby Itno et la prise du pouvoir par les comités militaires de transition, doit se pencher sur le rapport de mission à laquelle il avait envoyé dans ce pays en vue de recueillir les éléments qui devaient le guider dans ce choix.
Après une dizaine de jours au Tchad, la mission de l'Union africaine a déjà déposé son rapport sur le bureau du Conseil paix et sécurité qu'il avait mandaté. Selon certaines sources, il préconise que l'organisation africaine déroge exceptionnellement à ses principes et accompagne la transition au Tchad. Il faut tenir compte du fait que ce pays est un verrou essentiel contre le terrorisme en Afrique et qu'il est fragile. Ces rapports pose aussi des conditions au Conseil militaire des transitions qui a pris les pouvoirs au Tchad, histoire de faire passer la pilule à ses détracteurs. Il s'agit notamment d'un respect strict d'une transition des 18 mois maximum, de l'organisation d'un dialogue national inclusif qui aboutirait sur un partage du pouvoir entre militaires et civils, comme cela s'est fait au Soudan. Mais rien n'est joué d'avance. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a envoyé fin avril sa mission au Tchad parce qu'elle ne parvenait pas à s'accorder sur une position commune. Certains pays, surtout d'Afrique australe, sont farouchement opposés à ce qu'il y ait une exception tchadienne. Nommé la semaine dernière, après la lecture de l'ordonnance portant instauration de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les gouverneurs militaires vont rejoindre leur poste ce lundi après un bref moment de confusion. Bien avant leur entrée en scène, le porte-parole des FARDC dans la région de Beni avait annoncé la mort de dizaines de combattants ADF après des accrochages dimanche à Alungupa, un peu plus tôt, comme on l'annonçait déjà dans nos différentes éditions la semaine dernière. Quelques rebelles se sont mis à déposer volontairement les armes et se disent favorables au processus de paix. La ministre d'État en charge de la justice a eu le week-end dernier une réunion de 2 heures avec les directeurs des prisons Makala, Ndolo et Luzumu ainsi que les fournisseurs. Au menu, la gestion de l'approvisionnement de ces lieux de détention. À l'occasion, Rose Mutombo s'est engagée à se pencher sur le sujet pour qu'il n'y ait plus de rupture de stock des vivres. La garde de Sceaux a déploré la pénurie alimentaire qui prévaut dans les prisons congolaises, considérées comme des mouroirs emportant certains pensionnaires. C'est ainsi qu'elle a instruit le directeur de la prison centrale de Makala de diversifier le menu, affirmant son plaidoyer auprès du gouvernement en cas d'impact budgétaire. Nous savons que la prison de Makala, par exemple, a toujours utilisé le vungure, comme on appelle, graines de maïs mélangées avec le haricot. Mais Madame nous a demandé à ce que nous puissions améliorer, que nous puissions mettre également, à part le haricot, légumes, qu'on ajoute aussi par exemple les Thomson et pourquoi pas la viande. S'agissant du paiement des fournisseurs des 3 centres de détention, à savoir Makala, Ndolo et Luzumu, la ministre d'État promet de veiller sur la ponctualité de la paye afin de leur permettre de bien rendre leur service. Cependant, Rose Mutombo les a invités à respecter les clauses du contrat signé avec le gouvernement pour ravitailler les 3 prisons au moment opportun. Je suis très satisfaite de l'entretien avec la ministre d'État. Elle nous a rassurés. Je retiens que nous n'aurons plus de retard de paiement et les dettes seront payées. En tant que mère, elle nous a donné cet honneur et nous a appelés à la soutenir pour faire un bon travail qui portera des fruits. Si l'État nous soutient également, il n'y aura plus de problème. En outre, elle a adjoint à la commission mise en place son conseiller en charge des questions pénitentiaires et les membres de la cellule financière du ministère de la Justice. Objectif, se rassurer de la transparence dans la gestion des fonds alloués aux prisons par le gouvernement. Par ailleurs, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a demandé au directeur de la prison centrale de Makala de lui faire parvenir sans délai la liste de tous les prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle non libérés, dont les dossiers sont irréguliers, ainsi que de ceux qui sont arrêtés pour des faits bénins. Situation tendue ce lundi à Kalemi où la population ne digère toujours pas la déchéance du gouverneur Zoé Kabila, bloqué encore à Kinshasa depuis des semaines. Contrairement à l'appel au calme lancé par le gouverneur déchu, la population s'est massée dans les rues de Kalemi ce matin pour une marche de soutien à Zoé Kabila. Les forces de l'ordre ont réprimé cette marche initiée par la société civile et quelques mouvements de jeunes.
Alors que la justice a demandé au Sénat de lever ses immunités, le Premier ministre honoraire a regagné Kinshasa ce dimanche dans l'intention de coopérer avec la justice dans l'affaire Bukangalonzo, un parc agro-industriel qui aurait fait perdre 300 millions de dollars à l'État congolais. À l'époque, Augustin Matata Ponyo était alors chef du gouvernement. Ne jurant que sur son innocence, les sénateurs affirment avoir servi le pays et le fait encore aujourd'hui avec transparence et ils croient en la force de la vérité. Il est revenu dans son pays en provenance de la Guinée-Conakry. Selon Augustin Matata Ponyo, sa rentrée s'inscrit dans le but de faire la démonstration de son innocence dans l'affaire de la firme agro-industrielle de Bukangalonzo, dans laquelle il est accusé d'avoir détourné plusieurs millions de dollars américains. Lorsque l'inspection générale des finances arrive à Bukangalonzo, constate l'existence d'un équipement. Après vérification, l'inspection générale des finances dit c'est supposé que nous n'avons pas vu cet équipement. Nous devons dire dans notre rapport que cet équipement a été détourné par M. Matata. Et vous initiez un dossier sur base d'un gros mensonge comme celui-là. C'est quand même calamité. Mais avant de procéder à son audition par le parquet général près la Cour de cassation, et d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires contre sa personne, la plus haute juridiction a besoin du feu vert du Sénat. Et Augustin Matata Ponyo dit faire confiance en la justice congolaise et demande à ce que la procédure soit respectée quant à la levée de ses immunités parlementaires. Donc la balle se trouve dans les camps de la Chambre haute du Parlement. Donc voilà, je crois en la justice et dans tous les cas, je vous ai dit, beaucoup de gens demandaient que je ne rentre pas et je suis rentré. Donc je ne perds de rien, quelle que soit l'issue de ce processus. Voilà. Selon certaines indiscrétions, la Cour de cassation aurait demandé au Sénat d'élever les immunités parlementaires de Matata Ponyo et Ida Kamoji afin qu'ils soient auditionnés sur ce détournement présumé. Ces demandes seraient la conséquence logique des enquêtes initiées par l'Inspection générale des finances sur ce dossier. En sport, le suspense se prolonge dans le dossier qui oppose la FECOFA à la FEGAFOOT sur l'identité du joueur Gelor Kanga. La CAF, qui devait se prononcer hier, a renvoyé son verdict pour le dimanche prochain en attendant des éléments complémentaires de la part de la FECOFA. Une fois repêchés à la place du Gabon, les Léopards pourront participer à cette messe continentale avec un nouveau staff technique dont la mouture a été présentée au ministre des Sports le week-end. Dans ce tour d'horizon sportif, vous l'avez compris, on parlera également de la Vodacom Ligue 1 avec la course au titre qui reste encore serrée. Et c'est avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour, bienvenue et bon début de semaine. Bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout de suite avec ce dossier qui passionne le gens en ce moment, à savoir Gelor Kanga. Le verdict de la CAF est attendu le dimanche. C'est un feuilleton qui est loin d'être terminé puisque la Confédération africaine de football devait trancher hier. L'instance faîtière de football a renvoyé son verdict pour le dimanche prochain pour des raisons d'équité. L'instance faîtière de football continental a demandé à la Fédération congolaise de football, l'association, de fournir les éléments complémentaires comme l'acte de naissance du joueur, une copie de passeport congolais ou permis de conduire. Selon des sources crédibles, la FECOFA a présenté d'autres éléments, notamment la carte d'électeur de Gelor Kanga de 2006. La Direction générale de migration a transmis à la FECOFA les registres de tous les mouvements de voyage du joueur. Donc c'est un dossier à suivre. Football toujours, la mouture du nouveau staff des Léopards a sur la table du ministre des Sports. La Fédération congolaise de football, l'association, a jeté son dévolu sur le coach français Roland Courbis pour prendre justement les commandes du staff technique des Léopards A de la République démocratique du Congo. Alors, aussitôt choisi par la FECOFA, Roland Courbis a calmé le jeu en estimant qu'il faut d'abord discuter du contrat, de la durée et du staff. Il n'est pas question que je parte de RMC et de BFM TV sans un commun accord. L'Europe se profile
Les émissions sont déjà en place. On va voir s'est exprimé Roland Courbis chez nos confrères d'Afrique Foot. C'est le nouveau staff technique, Christopher Ochokoum. Il faudra dire qu'il est composé à 90% par des expatriés, outre Roland Courbis qui a été proposé à la tête du staff technique. Le poste de premier assistant justement à pourvoir, alors que Daoula Lupembe, coach de Maniema Union, lui sera le deuxième assistant. Voilà, comme Ligue 1, des clubs de nouveaux leaders, mais la course au titre reste encore serrée. Oui, il faudra encore se battre jusqu'à la dernière énergie pour rafler justement le trophée de la 26e édition du championnat national. Mais les Moscovites ont pris une option sérieuse pour les titres après leur victoire de 2-0 hier. On voit en image face à la formation du Daring Club Motema Pembe. C'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Dauphins noirs, grâce à cette victoire, totalisent justement 58 points en 24 matchs joués, dévançant ainsi le corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert qui compte 57 unités en 25 sorties. Alors, comme on peut voir sur le tableau qui s'affiche, Lubumbashi Maniema Union qui est troisième avec 56 points, s'est débarrassé de la JS Groupe Bazano sur le score d'1-0. Sangaba Lende a perdu un peu ses bonnes habitudes. Les Angélessans de Mbujimayi ont courbé les chines hier face aux Cheminots sur le score des 0-2. Voilà, une défaite qui a occasionné le limogeage du coach Andy Magloire Foutila de Sangaba Lende. Puis dans l'autre rencontre jouée hier, nous sommes là bien sûr à Kolwezi, le FC Blessing s'est imposé petitement face à la formation de Dauphins Noirs. On va terminer avec l'Europe. Les championnats ont été mouvementés ce week-end. D'abord en Espagne, un peu comme d'habitude, on va parler Liga avec le Real Madrid qui a loupé l'occasion de prendre la tête du classement hier face à Séville. Les merengues qui espéraient faire mieux dans cette rencontre ont failli passer à côté de la plaque en obtenant un nul au bout du bout face à la formation des Séville. Il faudra dire que si le Real Madrid avait remporté cette rencontre, le Real allait justement égaler l'Atlético Madrid, au sommet du classement. Alors en Série A, comme on peut justement voir, la vieille dame ne se retrouve pas. La vieille dame avec Cristiano Ronaldo ont été battus par le Milan AC sur le score de 3-0, alors que le Paris Saint-Germain en première ligue française a été accroché par Rennes sur le score d'1 partout. Et puis en Angleterre, Manchester City a courbé les chines face à Chelsea. Il faudra dire que c'est en tout cas l'acte 1 de la grande finale qui devra se jouer le 29 mai. Ça sera bien sûr à Istanbul pour le compte de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Christian Boukaya pour toutes ces informations et on espère vous retrouver d'ici ce soir pour le journal des sports. Bien évidemment, je serai là le soir pour le journal des sports, mais avec vous, on se voit lundi prochain et ça sera avec le même plaisir. Merci, ce journal est terminé ainsi. Je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État, sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, a débuté une tournée ce week-end dans le continent. En 48 heures, Félix Tshisekedi s'est rendu tour à tour au Soudan, en Égypte et en Zambie. C'est finalement ce lundi que les gouverneurs militaires vont se rendre dans leurs provinces respectives, soit près d'une semaine après leur nomination. Entre-temps, l'on annonce la panique dans les camps des rebelles qui capitulent les uns après les autres. Le feuilleton Guélan-Kanga est loin d'être terminé. La CAF qui devait trancher hier a renvoyé son verdict pour le dimanche prochain. Le jury disciplinaire de la CAF a demandé à la FECOFA d'apporter d'autres éléments complémentaires. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et ce sera ce lundi avec Jenny Kaemé qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, terrorisme, la RDC se prépare. Effectivement, le nouveau gouverneur militaire et sonadien nommé par Félix Tshisekedi dans les cadres de l'état des sièges arrive à leur poste d'attache ce lundi, précisément à Bunia. Ce gouverneur militaire ainsi que son adjoint policier vont diriger la province de l'Ituri pendant les 30 jours que durera l'état des sièges, rappelle Mediacongo.net. Conscient de la lourde responsabilité qui est la leur, ce dernier ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'engager notre pays, notre fort désastre d'un cycle à un autre.
à Béni, dans la province du Nord Kivu. La délégation de l'armée ougandaise est venue coopérer avec l'armée congolaise afin d'attaquer les rebelles ADF, rapporte Politico.cd, chapeauté par le général-major et commandant de la force terrestre ougandaise David Mouzi. Cette délégation a échangé avec le commandant des opérations Sokola 1 sur les stratégies à mettre en place, ajoute ceci. Et pour finir, la République, repris par radiocapi.net, écrit pour sa part qu'après avoir pris la mesure exacte de la nouvelle dynamique en faveur de la paix, les chefs rebelles ont exprimé leur volonté de déposer les armes et de rejoindre le programme de désarmement. Et en international, les médias ont largement commenté la commémoration ce lundi en France de 20 ans de la loi Taubira. Tout à fait, Christopher Tchokoum, la loi Taubira est une loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il est question de mémoire aujourd'hui en France. À cette occasion, France24.com note pour sa part qu'Emmanuel Macron va s'incliner devant le monument de commémoration de l'abolition de l'esclavage à Paris. Un travail des mémoires qui laisse encore des questions. Christopher Tchokoum, colonial en suspens, comme la question de la réparation matérielle des descendants d'esclaves, rapporte lacroix.com. Le travail des mémoires sur l'esclavage a enfin débuté, poursuit ce site français. C'est une bonne chose du fait qu'une société attentive aux murmures de son passé présente à ceux qui furent longtemps oubliés du récit national, une société qui fourmille ses armes pour lutter contre les dérives identitaires et partisanes. Merci beaucoup Jenny pour tous ces titres. Merci à vous autant. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de cette édition. Vivez heureux, vivez de 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.com.